la bienvenue. Je suis vraiment très contente de voir que vous êtes venus aussi nombreux pour une soirée donc commémorative par rapport au centenaire de la Grande Guerre. Donc avant de commencer, je voulais d'abord remercier Ozon Communauté qui a permis donc que cette expo voit le jour, surtout avec la participation de la jeune fille juste ici qui prend les photos, donc Emeline Noël, qui a permis d'avoir des visuels aussi jolis pour cette exposition, et je la remercie beaucoup pour son travail. Et je remercie aussi la commune de Vergangeon qui a permis d'accueillir cette très jolie exposition et tous les conseillers municipaux qui ont participé activement à la mise en place de l'exposition. Et je pense qu'on peut commencer à les applaudir dès à présent. Donc maintenant, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je dois quand même me présenter. Donc je me présente, je m'appelle Chloé Pastourel, je suis étudiante en 2e année de master de recherche à l'université de Clermont-Ferrand. Je me suis spécialisée dans la Grande Guerre. En même temps, ça vous paraît à peu près normal vu que je fais une exposition sur la Grande Guerre. Et je me suis surtout spécialisée donc sur l'aide humanitaire américaine pendant la Grande Guerre. On ne va pas parler de ça ce soir, on va parler plutôt des films et du cinéma. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on entend beaucoup parler de la Grande Guerre avec la mission du centenaire. On voit énormément de films à l'heure actuelle, mais on voit très peu de films d'époque. Pourtant, le cinéma est quand même très important à cette époque-là. Le cinéma, en fait, s'habitue et s'adapte au rythme de vie de l'époque. Et les gens préfèrent aller au cinéma plutôt qu'au théâtre, tout simplement parce qu'il y a énormément de taxes dans les pièces, pour les pièces de théâtre, des représentations qui sont de moins en moins nombreuses parce qu'ils ont beaucoup moins d'acteurs. Et donc le cinéma s'impose de plus en plus pendant la Grande Guerre. Et ça, les cinéastes et le gouvernement, les gouvernements européens et américains ont bien compris que le cinéma était très important et qu'il fallait promouvoir, et on verra tout à l'heure pourquoi promouvoir le cinéma. Donc je vais vous présenter 3 films. Le premier film s'intitule The Battle of the Somme, un film anglais, un film de propagande qui va essayer de décrire la bataille de la Somme. C'est le film le plus culte de la Grande Guerre. C'est pour ça que je vous le présente ce soir. Je vous présente un deuxième film, qui est un film américain, qui s'appelle Les Cœurs du Monde, qui a été réalisé par un des plus grands réalisateurs de l'époque, qui est Griffith, qui est très populaire aux États-Unis puisqu'il a fait plusieurs films, dont Birth of Nation, qui est le film culte aux États-Unis, encore à l'heure actuelle. Et le dernier film, c'est le film que j'affectionne le plus pour la Grande Guerre. C'est J'accuse d'Abel Gance, qui décrit en fait toutes les valeurs pacifistes d'après-guerre, et je trouve que c'est bien de finir sur une note un peu plus positive. Donc il faut savoir que la Grande Guerre n'a jamais été aussi présente avec la mission du centenaire, parce qu'on voit à l'heure actuelle qu'on veut essayer de réintégrer la forme de martyr des soldats. On veut réintégrer l'image du poilu, tout simplement parce que le poilu est resté pendant des années dans l'obscurité. On a accordé une grande place à la Seconde Guerre mondiale et une très petite place à la Première Guerre mondiale, mais heureusement, avec la mission du centenaire, les choses changent à l'heure actuelle. Et c'est vrai que cette Grande Guerre a été notamment très oubliée pendant les périodes de Trente Glorieuses, et à l'heure actuelle, elle reste dans les programmes scolaires vraiment très peu abordée. Et pourtant, on se rend compte que toutes les nations belligérantes ont participé et sont vraiment éprises à l'heure actuelle et veulent essayer de redorer la Grande Guerre dans l'historiographie. La France est l'une des premières nations à avoir redonné une grande place à la Grande Guerre avec la création donc, du musée à Péronne en 1992. Et on a aussi de très grands chercheurs comme Jean-Jacques Becker, qui est très important encore à l'heure actuelle, qui a renouvelé vraiment l'historiographie de la Grande Guerre. Mais maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais vous présenter donc les films. Et le premier, donc, qui est The Battle of the Somme. Alors, The Battle of the Somme a été réalisé sur la demande du gouvernement britannique. Le gouvernement britannique voulait faire un film qui montrait vraiment l'action des poilus anglais britanniques dans la guerre. Et ils ont fait le choix de montrer la bataille de la Somme. La bataille de la Somme, elle est vraiment culte, chez les Anglais, alors qu'à l'heure actuelle, nous en France, on n'en parle que très très peu, parce que vraiment les chercheurs se contredisent entre les chercheurs britanniques et les chercheurs français. Les chercheurs français trouvent que finalement, décrire la bataille de la Somme, ça serait montrer vraiment la domination allemande face aux troupes alliées, ce qui explique que c'est vraiment encore à l'heure actuelle très peu abordé. On parle même des oubliés de la bataille de la Somme. Si les Anglais ont fait le choix de tout de suite parler de la bataille de la Somme, c'est tout simplement parce que la bataille de la Somme, elle réunit tous les soldats britanniques et aussi les soldats du Commonwealth, donc les Néo-Zélandais et les Canadiens. Donc ce qui explique que le gouvernement britannique va demander donc à deux caméramans donc d'aller sur le front pour prendre des images du front.
Donc les deux réalisateurs sont Geoffrey Malines, comme vous voyez juste au-dessus, ici, donc le premier qui est Geoffrey Malines, et John Benjamin McDowell. Les deux noms des réalisateurs, je ne pense, ne vous disent rien parce que tout simplement, ils ne vont pas se lancer dans le cinéma par la suite. Ils vont juste réaliser The Battle of the Somme et puis se détourner totalement du cinéma. Donc c'est quand même assez rare que des personnes étrangères vont avoir l'autorisation par le gouvernement d'aller filmer donc, le front occidental et surtout les premières lignes dans les premiers jours de la bataille. Donc ils vont filmer vraiment au tout début de la bataille, au mois de juillet. Donc là, ils vont rentrer en fait en Grande-Bretagne avec plus de 2 heures de film, sauf que les images sont totalement inexploitables. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à filmer les soldats, c'était vraiment très près ou vraiment trop grossier. Et finalement, ils se sont rendus compte que les images étaient inutilisables et qu'il fallait tourner ces images du front à l'intérieur des studios. Ce qui explique qu'en fait, on n'a pratiquement que des images de reconstitution et pas des images d'origine. Le film il va sortir donc le 22 août 1916. Au départ, la population britannique ne comprend pas forcément l'intérêt de ce film. C'est la première fois qu'en fait 2 réalisateurs vont montrer des images de morts. Et ça choque énormément la population parce qu'on n'a jamais parlé des morts alliés. On montre les morts les soldats allemands, mais quand même de manière assez rare. Mais alors les soldats alliés, on ne les montre jamais. Et c'est la première fois qu'en fait on va se rendre compte qu'il y a des morts, qu'il y a des blessés, qu'il y a des prisonniers de guerre. Ils vont vraiment dénoncer toutes les réalités de la bataille, sauf une chose, ils ne vont pas montrer la défaite des Anglais. Parce que la bataille de la Somme, c'est vraiment une défaite cuisante des Anglais et des Français. C'est la première fois, par exemple, dans la bataille de la Somme, qu'on va utiliser les tanks, qui ont été un échec plus que total. Et donc maintenant, je pense qu'on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc je vais vous montrer juste 2 photos en fait, qui là par exemple ne sont pas du tout de reconstitution. Donc vous avez la première photo où on voit en fait des soldats qui attendent avant de partir à l'assaut. La deuxième, c'est vraiment une chose qui va marquer énormément les réalisateurs, c'est la puissance de l'artillerie. Ils prennent conscience pour la première fois de la force de l'artillerie que possèdent les Alliés et aussi les Allemands. Et la deuxième, c'est vraiment ici des soldats qui partent à l'assaut, on le voit avec leurs baïonnettes. On reconnaît facilement qu'on est devant des soldats britanniques avec leur casque en forme de bol. Et maintenant, on va pouvoir rentrer donc dans le vif du sujet avec l'extrait que je vous laisse regarder.
Donc là, je vous ai présenté donc The Battle of the Somme. Vous avez compris peut-être pourquoi les images de Charny ont pu choquer vraiment les Britanniques, mais il faut savoir qu'ils les ont tellement choqués que finalement, il y a plus de 2000 salles britanniques qui vont diffuser ce film, et il y a 10 millions de Britanniques qui vont voir le film pendant la Grande Guerre. Ce film va avoir un tel succès qu'il va être même exporté en France. Donc c'est vraiment le film culte de la Grande Guerre, parce qu'à peu près tous les documentaires à l'heure actuelle de la Grande Guerre utilisent des images de The Battle of the Somme. Et ce documentaire, The Battle of the Somme, fait aujourd'hui partie du patrimoine de l'UNESCO depuis 2006. Donc je ne sais pas si vous avez des questions au sujet du film The Battle of the Somme. Si vous avez des questions, je vais pouvoir faire passer dans la salle un micro. Sinon, on va continuer sur le deuxième film. Aucune question? Bon, ben, on va pouvoir commencer avec un autre film, un film un petit peu plus léger, qui est vraiment typique de la propagande américaine, qui est Les Cœurs du Monde. Donc Les Cœurs du Monde, en fait, a été réalisé par un des plus grands réalisateurs de l'époque, qui est Griffith. Griffith, en fait, a été convoqué par le gouvernement britannique afin que ce gouvernement puisse lui commander un film de propagande, puisque les Américains ne sont pas entrés en guerre encore à l'heure actuelle, ils sont rentrés qu'en 1917, le 2 avril 1917. Et donc les Anglais espéraient qu'un tel réalisateur accepte de réaliser un film de propagande britannique. Sauf que finalement, ils n'ont pas eu de chance, le gouvernement britannique, puisque les Américains vont déclarer la guerre à l'Allemagne, et donc Griffith va être récupéré par le gouvernement américain afin de faire un film de propagande. C'est vraiment le film de propagande culte aux États-Unis. Vous allez comprendre vraiment toutes les pensées, toutes les mentalités de l'époque au sujet de la propagande. C'est-à-dire qu'ils veulent toujours dénoncer la barbarie allemande. On le voit avec certaines images de propagande. Donc ça, c'est l'image du film. Déjà, l'affiche du film représente bien la barbarie allemande, puisqu'ici, vous avez donc un soldat allemand qui maltraite en fait une jeune Française. Dans la propagande américaine, ils montrent tout le temps une jeune Française qui est maltraitée par les Allemands afin de dénoncer la barbarie allemande. Ils vont même plus loin dans certaines affiches, puisqu'à chaque fois, ils représentent en fait les Allemands sous forme de King Kong, ou alors le 1 qui va détruire tout sur son passage. Donc ici, vous avez toutes les affiches qui ont été réalisées à partir de 1917, puisqu'auparavant, les Américains devaient respecter la neutralité et donc pas donner leur point de vue, et surtout ne pas condamner les Allemands. Mais dès qu'ils vont déclarer la guerre, la situation va évoluer, et à partir de ce moment-là, ils vont condamner les Allemands, puisqu'ils vont bien sûr entrer en guerre du côté des Alliés. Donc là, c'est différent, le film est musical. Il y a un fond quand même musical, c'est un petit peu plus vivant. Pour The Battle of the Somme, les choses étaient différentes. Je n'ai pas trouvé de musiciens qui ont accepté de faire le bon son pour The Battle of the Somme. Et là, par contre, vous avez un son musical, c'est beaucoup plus agréable et plus vivant.
l'histoire se passe dans un village français, donc Girl, qui s'appelle Marie, qui est une petite Française, qui va tomber amoureuse et décider d'épouser un Américain qui s'appelle Douglas. Donc Douglas, lui, va entrer en guerre dès le début du conflit. Donc au mois d'août 1914, c'est aussi typique de la propagande américaine, c'est rappeler les volontaires américains qui vivaient sur le sol français, qui se sont engagés aux côtés des Français pour aider la France dès le début du conflit. Et donc cette jeune fille, elle va vivre sous l'occupation allemande, donc d'où toutes les dénonciations de barbarie ici allemande. Et je pense que vous avez reconnu dans tout ce qui est filmique, le niveau du son, les passages de la Marseillaise. Donc là aussi, c'était très fort à l'époque d'utiliser la Marseillaise comme hymne de fond pour bien montrer qu'ici, on est du côté des Alliés et pas du tout du côté des Allemands. Et la dernière petite chose, il faut savoir que pour ce film, donc, qui est le réalisateur David Wark Griffiths, qui va changer son nom, prendre un pseudonyme qui va s'appeler Gaston de Tolignac, tout simplement pour faire référence à la France et rappeler qu'il est du côté du français et aussi qu'il est le plus réaliste possible, qu'il a été en France pour tourner ces images-là, alors que c'est totalement faux, qu'il n'a pas du tout utilisé des images tournées en France, puisqu'en fait il en avait utilisé au départ, mais en fait le président Woodrow Wilson va décider de les enlever parce qu'il y a un contraste trop important entre les tranchées et l'image des films que je vous ai présentés. Et donc maintenant je pense qu'on va pouvoir rentrer dans la dernière ligne droite avec le dernier film qui est J'accuse, donc là qui est sorti en 1919 après la guerre et qui va nous délivrer un message tout autre. Donc Abel Gance, c'est un des plus jeunes réalisateurs français de l'époque. Donc Abel Gance, il va être envoyé dans les tranchées au tout début du conflit pour être un réalisateur. Donc pour le gouvernement, il va permettre de tourner des images du conflit. Finalement, il va être très vite réformé parce qu'il va être blessé. Il va travailler en fait dans une usine d'armement. Il va réaliser des obus et finalement les gaz qu'utilisaient donc les obus à cette époque-là va lui atteindre les poumons, il va perdre un poumon, il va être réformé et à partir de ce moment-là, la maison Pathé va décider donc de lui confier un film qu'il va décider d'appeler J'accuse. Je vais juste reprendre quelques propos qu'il a tenus sur ce film pour que vous compreniez au mieux son message. Comment pourrais-je avoir vu les morts sur le front se relever une nuit pour revenir dans leur village, dans leur maison, pour voir si le sacrifice aura été utile en quoi que ce soit. La guerre devrait cesser sans autre forme de procès, horrifié par sa propre horreur. Jusqu'en 1914, j'en souffrais en silence. Mais depuis ces 2 dernières années, j'ai autant souffert que nous tous. Oh, marcher nu entre les lignes ennemies et faire que chaque côté hésite à tuer, de peur de tuer l'un des leurs. Parce que la guerre, on ne tire pas sur des hommes, on tire sur des uniformes. C'est cette idée et rien d'autre qui fut à l'origine de J'accuse. Lorsque je découvris la mort de la plupart de mes amis, j'eus cette rage insensée d'utiliser ce nouveau médium, le cinéma, pour montrer au monde la stupidité de la guerre. Nous étions encore au milieu du conflit et il était très difficile de faire un film pacifiste. Je me demandais quel sujet je pourrais choisir pour bien montrer la stupidité du conflit. Un jour alors, je traversais le boulevard du Château, c'est à Paris. Étant encore mobilisée, j'eus cette idée qu'il fallait que tous les morts reviennent et dès lors, devenu incontournable, il nous obligerait à finir la guerre immédiatement. Donc finalement, il va décider en 1917 de faire ce film J'accuse. Avec des problèmes financiers, il va avoir de nombreux obstacles devant lui et le film ne verra que le jour en 1919. Donc après la guerre et à partir de ce moment-là, il n'a plus aucun obstacle. Il peut faire un film avec des valeurs pacifistes, puisque c'est vraiment typique d'après-guerre. Les soldats sont revenus du front et eux aussi sont pacifistes, ne veulent plus entendre parler de la guerre. Donc maintenant, je vais juste vous décrire un tout petit peu l'histoire avant de vous montrer l'extrait. Donc en fait, c'est l'histoire, le fond du film, c'est un trio amoureux. On a 3 personnages, on a Edith, une femme, qui va épouser de force François, une véritable brute, qui va lui évoluer tout au long du conflit, qui va s'adoucir. Mais elle est amoureuse en secret d'un poète qui s'appelle Jean Diaz. Lui, c'est tout l'inverse de François. Et finalement, lui, la guerre, ça va être plutôt très négatif. Il va avoir des visions macabres, il va revoir les morts venir hanter les vivants pour rappeler le sacrifice qu'ils ont réalisé. C'est ce passage-là que j'ai décidé de vous montrer. C'est un petit peu encore à l'heure actuelle perturbant, on voit ces morts avancer vers les vivants, mais je trouve que c'est vraiment typique de l'époque, parce qu'il faut montrer le sacrifice qu'ont réalisé ces hommes, qui étaient âgés quand même de 18 à 45 ans. C'est quand même une partie de la France qui va être complètement amputée avec la perte de ces soldats. Et il faut rappeler aussi
que la guerre est inutile, provoque des millions de morts pour quand même de larges conséquences et finalement, à l'arrivée, la paix est finalement vraiment plutôt futile, apparaît comme futile ici. Et le but, c'est aussi de donner la parole aux poilus avec ses valeurs pacifistes. Et donc, je vais vous montrer cet extrait. Donc là, vous avez en fait le film de 1919 qui a été restauré parce qu'il était vraiment très abîmé. On a perdu du coup ce passage-là où en fait des soldats se regroupent pour former le mot j'accuse. Le mot j'accuse, ça rappelle aussi l'article qu'a réalisé Émile Zola dans le procès de l'affaire Dreyfus. C'est tout simplement pour dénoncer encore une fois le sacrifice des soldats. Et donc c'est ce passage-là que j'ai décidé de vous montrer. Donc au moment où en fait les morts vont revenir sur Terre pour hanter les vivants. Et là, j'en reparlerai tout à l'heure, puisque le film, à un moment donné du film, on voit le défilé de la victoire avec une opposition des soldats vivants et des morts.
Donc voilà, je vous ai présenté le dernier film d'Abel Gance qui oppose très bien en fait la venue des morts et aussi la venue des vivants. Avec cette opposition qui est particulièrement intéressante au moment du défilé de la victoire, donc qui a lieu le 14 juillet 1919. C'est le moment où en fait toutes les troupes alliées vont défiler, comme à l'heure actuelle pour le 14 juillet, sous l'Arc de Triomphe. Les Auvergnats vont être aussi présents lors de ce défilé de la victoire, puisque le drapeau du 92e va être présent sous l'Arc de Triomphe afin d'évoquer la bravoure des soldats auvergnats. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, le réalisateur montre en fait que les vivants défilent au moment de la victoire, mais que les morts sont aussi présents. Et ça, c'est vraiment assez typique de l'époque, tout simplement parce que le gouvernement français va décider le 13 juillet, la veille en fait du défilé de la victoire, de faire une veillée pour les morts, c'est-à-dire qu'il y a plus de 2 millions de Français qui vont défiler sous l'Arc du Triomphe, puisqu'il y a un cénotaphe, c'est une sorte de grand monument aux morts, où tous les soldats morts pendant la Grande Guerre vont être écrits sur des stèles. C'est vraiment un cénotaphe totalement éphémère, puisqu'il ne va pas rester par la suite, mais c'est pour rappeler finalement le sacrifice qu'a fait certains soldats de leur vie, et que finalement les vivants doivent être dignes du sacrifice qui a été fait par ces soldats. Et c'est aussi vraiment typique de l'époque, puisqu'il y a le statut de pupille de la nation qui va être créé après-guerre, tout simplement pour que les orphelins soient dignes du sacrifice que leurs pères ont effectué pendant la guerre. Et ça, c'est vraiment très important. Et aussi, Abel Gance va vraiment dénoncer toutes les séquelles qu'ont les soldats lorsqu'ils vont revenir auprès de leurs proches, puisqu'ils sont marqués par l'expérience du front. Et là, on le voit ici, François, on a même des visions macabres. Il est tout simplement atteint de ce qu'on appelle, nous, les historiens, l'opusite. C'est tout simplement un cas psychiatrique, puisque les soldats vont être vraiment traumatisés par l'expérience du front, et aussi parce que le gouvernement et les autorités militaires ne reconnaissent pas une telle infirmité. Ils vont retourner dans leur famille et doivent surpasser et exorciser aussi ce qu'ils ont vécu pendant la Grande Guerre. Même si on ne leur a pas donné la parole, ils vont essayer d'exorciser ce qu'ils ont vécu au travers des anciens combattants. Je pense qu'on va pouvoir arrêter ici la petite soirée. Je vais vous convier donc vers un petit pot que nous avons organisé pour cette soirée ici. Je vous remercie encore une fois d'être venus, et je voulais juste vous dire que j'étais même surveillée ce soir, puisqu'il y avait la présence du colonel Prax qui permet aussi de vérifier la véracité de mes propos, on va dire. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus ce soir aussi nombreux. Merci beaucoup.